bien de revenir sur scène. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. C'est une belle transition, c'est vrai qu'il y a déjà un beau décor qui a été planté. Donc j'essaie de rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a une thématique qui touche tout le monde, l'alimentation. C'est vrai que dès qu'on commence à parler un peu d'équivalent pétrole, tout ça, on termine la soirée, généralement on se dit putain, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, la semaine prochaine. Donc je vais parler des solutions potentielles, je vais parler de comment des solutions potentielles peuvent émerger, avec quel type d'esprit, avec quel type d'opportunité. C'est vrai que nous sommes face à des enjeux quand même assez majeurs de ce siècle. On va parler voilà, du réchauffement climatique, de la raréfaction des énergies renouvelables, c'est globalement ça qui donne le là de tout le reste. Et pour autant voilà, face à cette bonne lecture, face à cette lecture assez lucide des choses, il y a pas mal d'opportunités de pouvoir collaborer, contribuer à des projets communs, et c'est aussi un peu l'histoire de MyFood. Donc je suis cofondateur de MyFood et nous avons créé cette start-up en 2016. Donc nous, notre ambition, c'est d'inciter un maximum de personnes à devenir autonomes en fruits, en légumes et en protéines. Et donc pour cela, on a développé des solutions pour permettre à n'importe qui, peu importe les conditions de culture, d'autoproduire sa propre alimentation. Donc on a parlé de l'agriculture, on va dire, assez classique, on a parlé un peu des agtech aussi. Donc nous, très clairement, on a mis en œuvre des technologies de pointe avec un certain esprit pour réussir à collaborer et évoluer très rapidement. Donc en quelques mots, donc, je ne suis pas fils d'agriculteur, donc ça aurait été bien pour les médias pour raconter ça, tout ça, il y en a qui le font, mais bon, moi je suis fils d'employé de bureau, il n'y a pas de souci. J'étais consultant informatique pendant quasiment 10 ans, donc je n'ai absolument pas du monde de l'agriculture, mais du monde vite fait du numérique, et maintenant on appelle ça digital, voilà, donc plus on va dire des ordinateurs au sens large. Et c'est vrai que bon, en démarrant ma carrière entre guillemets en 2008, c'est vrai que c'était un peu la douche froide, c'était un peu l'année de la crise hein, pour ceux qui s'en rappellent, ceux qui étaient peut-être encore un peu jeunes. Donc rapidement, je n'étais pas le seul. On s'est posé pas mal de questions sur l'avenir du salariat, l'avenir sur un tas de sujets. Qu'est-ce que c'était finalement un ingénieur, quelle était la place d'un ingénieur dans un monde en transformation. Donc on nous avait, on va dire, bercé à des illusions d'un monde qui n'existait déjà plus en 2008, donc il fallait se réinventer. Et à ce moment-là, en 2008, c'est pas un peu assez incroyable, l'entrepreneuriat, la start-up, c'est un concept très nébuleux pour les diplômés sortis d'école, on en parlait assez peu. Voilà, start-up, Silicon Valley, les États-Unis, enfin c'était un peu bizarre. Donc assez naïvement, j'avais cette vision d'essayer de décentraliser les choses, me baser sur un esprit de partage et d'échange qui s'appelle l'open source, qui est issu du monde de l'informatique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est capable de pouvoir faire beaucoup de choses de manière collaborative. C'est grâce à cet esprit que j'ai développé par la suite. Et mon ambition, c'était de réussir à répliquer un peu cet esprit pour une problématique qui allait toucher tout le monde, à savoir produire sa propre alimentation. Donc j'ai essayé de pousser péniblement ces projets-là en interne dans mes cabinets de conseil, c'est pas une bonne idée. Mais finalement, c'est resté un projet après 18 heures pendant quelques années que j'ai poursuivi avec des collègues qui m'ont suivi pendant tout ce temps-là. Il y a eu quelques phases d'accélération en 2014 avec un Startup Weekend qui était vraiment pour nous un déclencheur. Donc le Startup, on n'avait aucune idée de ce que c'était. On participe à un Startup Weekend qu'on remporte et on se rend compte qu'entre nous, un projet, des slides et des investissements potentiellement limités, il n'y avait rien, quoi. Il y avait 3 minutes de pitch et encore. Et ça changeait un peu toute la perception qu'on avait voilà, du financement, de la réussite, du management. Il n'y avait pas forcément besoin de convaincre 15 personnes au-dessus de nous pour récupérer 15 € de budget, mais il y avait seulement besoin de trouver les bonnes personnes, d'avoir la bonne équipe et le bon pitch. Donc c'est vrai que ça a un peu bouleversé les choses dans nos esprits, dans nos corps. Et ensuite, quelques années plus tard, enfin en 2015, une petite année plus tard, en écho à la COP21, on a participé à la COP21, pour ceux qui ont peut-être suivi ça du côté de Milan. Donc c'est un accélérateur sur 5 semaines qui a permis à 12 projets à l'international d'être accélérés par des contributeurs de l'open source, ce qui a abouti à une belle couverture médiatique, à la véritable étincelle de notre aventure entrepreneuriale. Et par la suite, on a lancé notre activité commerciale quelques mois plus tard. Alors voici l'équipe initiale. Forcément, on est déformé, j'espère que... Donc 3 cofondateurs, donc Mathieu et Johan, qui étaient de l'aventure depuis le tout début, depuis 2010 on a commencé à expérimenter voilà, permaculture, aquaponie et d'autres solutions de culture innovante. Kevin qui nous a rejoint en stage sur la partie logistique, et Margot, notre première business angel, qui nous a suivis, qui a adoré notre vision. Donc on a été pitché à un TEDx
en 2015, enfin peut-être début 2016, et en descendant de scène, voilà, elle a été convaincue, elle a investi avec nous les premiers 15 000 euros qui aujourd'hui paraissent assez dérisoires, mais qui sont les plus importants. C'est la première personne qui a mis physiquement son argent dans une société, enfin dans la nôtre, donc qui commençait vraiment potentiellement à croire à notre vision, même si au début on n'avait pas grand-chose, un petit prototype et encore, il y avait quelques clients. Alors notre mission, nos valeurs, c'est fournir à l'humanité des outils pour produire une alimentation saine, riche et ultra fraîche, de manière durable aussi. On a parlé de l'aspect impact environnemental. On cherche aussi à unifier les acteurs du changement, puisque je parlais de l'importance du côté collaboratif tout à l'heure. On va naturellement limiter les émissions de CO2, sans plastique à usage unique, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet aussi, et sans pesticides. Donc on va expliquer comment on y arrive de manière assez poussée, et sans OGM, parce que pour l'instant les OGM ont des modèles qui ne conviennent pas. L'esprit, c'est naturellement de partager la connaissance pour pouvoir stimuler l'innovation, et je vais expliquer comment ça a contribué au bien commun, et c'est ça qui pour nous peut pousser à une réelle transition écologique. Alors, dans le cahier des charges initial, ce qu'on voulait, c'était laisser l'opportunité à un maximum de personnes de pouvoir rentrer dans l'expérience d'autoproduction, donc démarrer sans expérience avec peu de temps. Donc voilà, c'est ce que les ingénieurs ont fait relativement bien. On va partir d'un cahier des charges et essayer à peu près de le respecter. Limiter le temps de maintenance, parce qu'aujourd'hui, on est bien obligé de rester salarié et de pouvoir avoir une activité en dehors du fait de produire sa propre alimentation. Et de proposer une expérience plaisante, parce qu'on a parlé aussi du plaisir, hein, c'est pas uniquement faire des usines à salade complètement ignobles, mais d'être capable de créer des expériences qui soient ergonomiques, plaisantes, où on aime passer du temps. Alors les technologies en action, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais rapidement en parler, mais sans rentrer plus dans le détail. Donc l'aquaponie est une synergie entre des poissons et des végétaux. La végétation des poissons, elle est là pour nourrir le végétal en azote, donc c'est son engrais. Et ça permet de créer des circuits fermés qui utilisent très peu d'eau et qui sont très peu consommateurs en ressources. On travaille aussi dans le volume avec des tours de culture verticale, donc on a des cultures dans le volume qui produisent, qui présentent des rendements vraiment intéressants. La bioponie, c'est un peu son équivalent, mais sans les poissons, avec des engrais d'origine organique. Alors les fameuses buttes de permaculture, c'est vrai que voilà, la permaculture, ça ne se fait pas en un jour. Le sol, pour se transformer, il a besoin de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Mais pour autant, on peut s'inspirer de certaines techniques d'agroforesterie pour avoir une vraie efficience énergétique sur la culture en butte. La lutte biologique intégrée, c'est-à-dire pour pouvoir se passer de pesticides en saison, on peut utiliser les parasites de tout ce qui est nuisible. Et ça permet de compenser, d'avoir une biodiversité dans un écosystème qui s'équilibre entre les espèces nuisibles et leurs prédateurs. Et ça se met en place, des techniques empruntées au maraîchage durable qu'on met dans la main des particuliers. Un calendrier de culture intégrée, vous allez voir à quoi ça ressemble. Le système, sinon je ne vais pas vous en parler, ce sont des serres connectées. Donc on arrive à optimiser un rythme de culture tout le long de l'année et proposer ça directement à nos utilisateurs. Et la partie connectivité, donc voilà, on parlait de capteurs tout à l'heure, il y a un peu d'intelligence dans ce qu'on fait, bon il y en a un peu beaucoup, il y a l'intelligence aussi, on va dire, émotionnelle parfois dans la conception de nos produits, et surtout le fait de mettre les gens en relation entre eux, c'est aussi une intelligence collective, et il y a aussi l'intelligence un peu dans le dur, l'intelligence d'algorithmes, qui sont là pour accompagner l'expérience. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une serre connectée de 22 mètres carrés, donc qui articule des techniques de culture en verticale. Donc vous avez, alors je ne sais pas si je peux avoir un pointeur, sur la partie centrale, vous avez la culture aquaponique, donc on cultive dans le volume sur des tours de culture, et des buts de permaculture sur les deux côtés, avec des synergies intéressantes sur les côtés, entre les deux parties. Donc cette serre récupère l'eau, elle est autonome en énergie équipée de panneaux solaires semi-transparents, elle permet d'avoir un chauffage à palettes en hiver, donc on cultive toute l'année des espèces adaptées aux saisons. L'ergonomie, elle est vraiment poussée, donc on peut travailler dans cette serre en tenue de ville, et nous, notre valeur, c'est d'accompagner toute l'expérience, tout le projet des personnes de A à Z, de l'installation de la serre jusqu'aux premières récoltes. Alors on a un modèle un peu plus urbain qui embarque la même technologie sur 3,5 mètres carrés, donc qui est fort utilisé généralement sur les terrasses, les balcons et sur les toits. Et on a aussi une solution, alors qu'on va sur la gauche, une solution qui tient sur un demi-mètre carré, qui est simplement une tour verticale bioponique, qui comporte 36 pots de culture, enfin 36
emplacement de culture en simultané, qui fait circuler une substance nutritive de manière continue qui peut fonctionner en intérieur et en extérieur. Alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure de l'apport du numérique. Alors il est existant sur plusieurs volets, déjà sur l'aspect collaboration. Donc nous on a développé notre solution de manière itérative. Donc est-ce que ça vous parle peut-être les MVP, les Minimal Viable Products du fameux Running Wind for Startup. Voilà, c'est une méthodologie de développement itératif de startup, donc fortement inspirée de ce qui se passe dans l'ingénierie logicielle. On l'a appliqué au développement de ce produit. Donc on a été entre guillemets au marché avec nos premiers bêta-testeurs qui ont pris une serre qui était fonctionnelle mais extrêmement perfectible, qui n'était pas encore industrialisée. Et c'est ça qui nous a permis de nous améliorer très rapidement. Donc collecter un feedback utilisateur et qui continue aujourd'hui. Donc on continue à solliciter nos contributeurs qu'on appelle des pionniers. Donc on a, au-delà d'une solution technique, c'est une vraie communauté d'utilisateurs qu'on a créé, un vrai écosystème. Et le numérique nous a permis ça, c'est-à-dire échanger l'information, pouvoir avoir une circulation d'informations et une documentation qui est accessible pour tout le monde en plusieurs langues de manière complètement native. Et ça a vraiment poussé l'innovation, ça nous a poussé à nous réinventer à chaque contribution. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et par-dessus ça, on a des algorithmes qui analysent des données critiques qui sont captées sur les serres, à savoir l'humidité de l'eau et d'autres paramètres pour la température. Donc ça nous permet de faire travailler des algorithmes qui vont donner des notifications intelligentes pour optimiser le fonctionnement de la serre. Donc ça c'est plus un échange, on va dire, d'informations dans l'autre sens. Donc les algorithmes donnent des informations directement aux utilisateurs. Et sinon, c'est un réseau social dédié qui permet des interactions entre personnes qui se rencontrent parfois pour que justement des nouveaux rentrants puissent être accompagnés par des personnes de notre communauté un peu plus expérimentées. Alors on lui met un 5 minutes, je vais essayer d'aller assez vite. Donc les performances agronomiques, naturellement, c'est l'absence de polluants constatés, donc c'est des mesures qu'on a effectuées par des laboratoires, par exemple Capinum ou Eurofins, sur les plastiques, les métaux lourds, les pesticides naturellement. On a constaté plus de fibres et plus de protéines végétales et plus de vitamines. Donc il faut savoir que quand on travaille en ultra frais, on dispose de plus de vitamines que sur un végétal qui a voyagé. Voilà, au bout de quelques heures, on perd une bonne partie des vitamines dans les végétaux. Donc l'aspect ultra frais, il a une vraie pertinence d'un point de vue nutritionnel et santé. Et l'esprit de communauté, donc cet esprit de communauté, de partage et d'échange qui est directement inspiré de l'open source, nous pousse à un véritable devoir de transparence. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit en termes de connaissances et même de compétences, on le publie sous un format libre, donc n'importe qui est capable de télécharger nos plans, nos logiciels, les modifier, les adapter. Et cette transparence qui est quand même assez indispensable dans le domaine qui touche à l'alimentation, un domaine qui touche, on va dire, à ce qu'on consomme au quotidien, c'est tout à fait en adéquation avec ces valeurs qu'on porte, ces valeurs de l'esprit open source, qui pousse aussi nos contributeurs à témoigner, à organiser des visites chez eux en toute transparence, et naturellement des contributions qui mènent à des développements parfois de nouveaux modules. Donc nous publions nos résultats, nos recommandations, notre source code, nos plans, des données anonymisées, donc ce qui nous permet aussi de travailler avec pas mal d'écoles, des écoles d'ingénieurs, des écoles d'agronomie, des écoles de commerce. Voilà, sont forcément intéressés par cette approche, parce qu'il y a un minimum de barrières à l'entrée. Et généralement, quand les contributeurs passent du temps qu'on essaie de récompenser par des actions parfois commerciales, eux préfèrent directement rétribuer des associations ou faire des dons, voilà, pour parler un peu de l'esprit de notre écosystème. Alors j'ai un exemple de webinaire, enfin de conférence en ligne. Aussi une des opportunités du numérique, c'est de se connecter une fois tous les mois, mois et demi, et de répondre aux questions de notre communauté en direct. Voilà, nos agronomes sont là pour directement répondre et présenter un peu les problématiques des saisons, voilà, changement de saison, qu'est-ce qui se passe en hiver, les pucerons, tout ça. Et notre évolution depuis 3 ans, donc là on a dépassé les 200 serres connectées là, sur 14 pays, principalement en Europe. Et sur les entreprises, on est assez bien positionné sur tout ce qui est hôtel, chambre d'hôtes, restaurants, cuisiniers, les EHPAD. Pour tout ce qui est prise en charge non médicamenteuse dans les EHPAD, il y a un vrai aspect, un vrai rôle thérapeutique du fait d'être en contact avec le végétal et pouvoir cultiver, peu importe sa condition et sa santé. Et aussi des partenaires industriels et institutionnels, sur des projets pilotes améliorant le territoire, centre de recherche et école d'ingénieurs. Et voilà, merci.